Merci beaucoup. Alors effectivement, quand on passe dans la dernière table ronde, donc on a toujours un peu moins de temps. Comment satisfaire les professionnels avec les nouvelles organisations? Ça amène deux choses et après je vais laisser donc la parole aux intervenants. Et la notion, donc Pierre Marès mentionnait ce matin que la ministre avait mentionné la notion de reconnaissance, je crois, peut-être que je déforme les propos de Pierre, des professionnels. C'est pas ça, non? Il n'est pas là, Pierre, donc il est... cette notion, effectivement, en gestion du changement, nous, on a une règle sociologique, même plutôt de nature psychologique, qui est la notion de rétribution, contribution, ou contribution, rétribution. Alors, c'était une vieille doxa marxiste, pour ceux qui se réfèrent donc, à ces courants-là. On demande des contributions aux personnes. Alors on a vu, on demande des contributions aux professionnels, on demande des contributions aux patients. Derrière, quels sont les éléments de rétribution? Alors bien sûr, on a toujours en tête la rétribution financière, mais pas que. Il n'y a pas que ça, donc bien sûr ça fait partie d'eux, mais pas que ça. Donc ça pose cette question de la reconnaissance, de la rétribution. Et j'avais presque envie aussi de... Il y a cette question-là, et puis les personnes témoigneront après. Et inversement, quelle organisation pour satisfaire? C'est-à-dire comment satisfaire avec les nouvelles, mais on peut aussi revoir cela. En gestion du changement, nous on dit, il y a plusieurs niveaux, si vous voulez changer une organisation, quelle qu'elle soit, on a 4 grands niveaux. Vous dites, je change de stratégie, alors c'est toute la notion de réforme, de politique qu'il y a. On change l'organisation, ou on change les outils, mais on change aussi ce qu'on va appeler les comportements, les postures. Et on dit on ne peut pas simplement travailler sur un niveau si on ne travaille pas sur les autres niveaux. Donc voilà, donc je vais laisser la parole. Peut-être Marie-Odile. Oui, bonjour à tous. Effectivement, ce qui ressort des interventions très riches de cette matinée, c'est aussi de bien identifier les leviers d'engagement de tous ces acteurs qui doivent travailler ensemble, qui doivent dialoguer ensemble. Et c'est vrai que nous, les psychologues du travail, on parle d'équilibre effort-récompense, mais effectivement, l'équilibre entre les contraintes et les ressources, les contraintes qui apparaissent très fortes aujourd'hui, ça, personne ne peut le nier, avec des ressources qui sont moins importantes et qui créent de grands déséquilibres, et tout un travail sur les régulations, sur le dialogue sur le travail pour aider les professionnels. Voilà, donc c'est quelques points qui me sont apparus. Et on voulait vous remercier de nous avoir rejoints parce qu'il était important que l'on ait vos analyses ou votre vision des choses, une psychologue du travail, et vous travaillez chez nos amis de Segap. Alors on est content, Marie-Odile, d'être avec vous. Alors, on va passer donc dans l'ordre, c'est la mine. Donc le principe, c'est quoi la question? Le principe, c'est que chaque intervenant invité dans ces auditions il dit ce qu'il veut, pendant quelques minutes. Sur quoi? Sur le sujet qui vous a été... il est marrant. Comment satisfaire les professionnels avec les nouvelles organisations? Alors, cela étant dit, je comprends que le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, que nous avons invité, n'ait plus rien à dire, puisqu'il dit partout, dans toute la presse, qu'il est extrêmement content, qu'il a plein d'argent maintenant, et que la ministre, lui, le ravit, le gouvernement le ravit. Alors peut-être, effectivement, c'est terminé. C'est-à-dire vous n'avez plus rien à dire, Lamine Garbi. Je suis amoureux, oui, c'est ça, déclaration. Si tu veux, quand tu sors de 5 ans de maltraitance et que tu prends des coups sur la tête, quand ça s'arrête, ça fait du bien, quoi. Voilà, tu peux un peu respirer, et prendre des couleurs, tu vois, et voir de l'embonpoint, et c'est bien, quoi. Voilà, c'est la bonne chose. Oui, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, on est ravis. Pas pour tout, parce qu'on va reprendre. Ce matin, j'étais avec mes collègues de la FEAP et de la FHF. On a dit qu'on se faisait plein de bisous et qu'on s'aimait. Mais quand même, voilà, on va tous reprendre, je suis certain, nos revendications. Mais la période est quand même agréable. On a des budgets positifs depuis 5 ans. Et c'est vrai que Félix, tu as tout fait pour qu'on ait des budgets positifs quand tu étais à DGOS. Tu n'y es pas arrivé. Tu en as eu peut-être aussi, tu en as payé les pots cassés parce que c'était une logique. Mais voilà, aujourd'hui, on a des budgets positifs, on a une lisibilité, on a une reconnaissance et de la confiance. Et si tu veux, le président, il nous a expliqué au mois de septembre qu'il fallait qu'on soit tous ensemble. On l'a fait. La ministre a dit qu'on soit tous ensemble, on l'a fait. Elle n'est pas partie à Bruxelles et à Strasbourg, on est ravis.
hein, parce que ça a failli. Tu sais qu'on perd notre ministre au passage. Là, on aurait été quand même un petit peu inquiet de voir que la loi de santé aurait été conduite par une autre personne. Donc, on est positif sur ce changement. Positif. Après, j'entendais le libre choix du patient, mais il n'y en a plus, quoi. Je sais pas. Libre choix du patient. Le patient, dès qu'il trouve un médecin, il est content. Il ne le choisit pas. Il prend le médecin qui veut bien s'occuper de lui dans des délais raisonnables. Enfin, moi, si tu veux, les questions que j'ai Oui, c'est bien que tu dises que c'est pas vrai, comme ça permettra juste avant la question que j'ai en permanence de mes, non pas adhérents, mais de mes amis, c'est je voudrais un rendez-vous, s'il te plaît, dans un délai pas trop éloigné, avec un spécialiste ou un médecin, parce que je ne le trouve pas et je n'ai pas de réponse. Donc la question aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, comment on fait pour trouver un médecin ? C'est la question. Ce matin, on en parlait. La question des élus, tous les élus, dans toutes les associations de maires, d'usagers et autres, veulent avoir un médecin, si possible, pas trop loin, et si possible, disponible. L'organisation au niveau du système de santé, des fédérations et d'hospitalisation, bien sûr qu'on veut que ça bouge, mais tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. À croire que les 50-60 millions de patients qui passent dans les systèmes de santé hospitaliers, publics, privés, associatifs ne sont pas bien soignés. C'est faux. Alors bien sûr qu'il faut améliorer. Moi, je suis sur du positivisme. Je suis sur le fait qu'on doit continuer à décloisonner, qu'on doit continuer à travailler, bien sûr, avec la médecine de ville, bien sûr, avec les patients, mais qu'on soit force de proposition sur une évolution qui est de dire que chacun puisse prendre en charge son champ de compétences. Arrêtez de se passer le ballon, c'est pas toi qui le fais, c'est moi qui le fais. Et moi, je continue à vouloir prôner que les cliniques et hôpitaux privés à but lucratif que je représente, c'est important, à but lucratif, continuent à prendre en charge le public et assurent de fait des missions de service public. Des missions de service public. Prise en charge des urgences, de la prévention et bien sûr du curatif, de la chirurgie, de la médecine. Et le développement de la fédération aujourd'hui, elle n'est plus dans la chirurgie. Elle est dans la chirurgie ambulatoire, c'est clair, mais elle est dans la médecine. Et la médecine qui est médecine dite gériatrique. On se développe parce qu'il y a un besoin et on doit continuer à répondre à ce besoin. Si on ne répond pas à un besoin, on va disparaître. Ce qui me plaît également, c'est, on en a parlé ce matin, vous en avez parlé sur les hôpitaux de proximité, c'est merveilleux. On sait tous qu'il y a 100 services de chirurgie sur le territoire qu'il faut fermer. Public, privé, associatif. Hein. Tout confondu. 100. Parce qu'il n'y a pas de médecin titulaire, parce qu'il n'y a pas d'activité, et parce qu'il y a un turnover, je dirais, médical, qui est totalement insupportable, et après on s'étonne qu'il y ait des drames. Et je mets tout le monde dans le même panier. J'espère que ces hôpitaux de proximité permettront, enfin, d'upgrader, si tu veux, cette notion de proximité, parce que personne ne va être en proximité, on se sent relégué, si tu veux, à une seconde classe quand tu es en proximité. Non. J'ai des établissements de proximité dans ma fédération, et j'en suis fier. Mais par contre, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des chirurgiens tous les jours ou de temps en temps? Et s'il y en a de temps en temps, c'est pas possible. Il n'y a pas la qualité, la continuité des soins. Donc courage politique, on ferme ces services-là. Et on les remplace par des soins de suite, de la médecine, de l'accueil médical permanent, de la biologie, de la radiologie. Après, on crée ce qu'on appelle les hôpitaux spécialisés, publics-privés, et ceux de recours, publics-privés. L'amendement numéro 8 sur la loi de santé nous permet d'intégrer le privé, ces hôpitaux de proximité. C'était sous-entendu, mais au moins c'est écrit. Et voilà, je pense qu'on ait le courage. Qu'on ait le courage de faire une spécialisation des hôpitaux, publics-privés. Et on est tous d'accord là-dessus, parce qu'on ne pourra pas continuer à avoir, je dirais, ces hôpitaux qui fonctionnent de manière difficile et qui entraînent pour nous des déficits, pour le public également, et surtout une non-qualité des soins. Notre ministre parle de qualité et de pertinence. On y est, on va être tarifé à la qualité. Alors tu me diras, c'est pas une nouveauté. Moi qui suis maintenant, ça m'embête de le dire, mais ça fait 30 ans que je suis dans le métier, donc tout de suite on prend un coup de vieux. Hein. Jean-Yves, tu as raison, hein, on souffle. Et on a connu la qualité. On était payé en fonction du classement que nous avions. A, B, C, D, E, les cliniques. Voilà. A, B, C, D, E. Quand on était en A, on avait un prix de journée à 200 €, 200 francs. Quand on était en E, proche de la fermeture, on avait 100 €. Mais c'était la qualité normative. Est-ce qu'il y a une salle de bain, hein? Est-ce qu'il y a une bibliothèque? Tu as connu ça, Martine? C'était rigolo, mais on était tous à compter nos mètres carrés, une douche pour combien de personnes et une infirmière pour combien de... C'était le début de la qualité normative.
Maintenant, c'est la qualité service médical rendu où on évalue les résultats auprès des patients. On évalue les résultats auprès des patients. Et les patients, ce matin, on s'est fait interpeller parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Bon, ok, on n'en a pas parlé. Alors, il y a un représentant des usagers qui nous a dit « Vous ne parlez pas des patients » avec Frédéric et Marie-Sophie De Saulles, la future présidente de la FEAP. Je dis « Ok, mais aussi, vous, les usagers, on vous demande de donner votre avis sur ISATIS. Après une hospitalisation ISATIS, on vous envoie un mail, l'HAS, qui a été pondu par l'HAS, un mail de satisfaction. Quand on lit le questionnaire, il y a 75 questions. Je comprends qu'ils ne veulent pas répondre. Mais quand même, nous, on va être notés là-dessus. Et pour être pertinent, sur une année, il faut combien de réponses ? 30. 30. Que l'on prenne 20 000 ou 30 000 patients en hospitalisation. Il faut 30 réponses. On ne les a pas. Donc, on va être mal noté. Donc, il faut qu'aussi que les usagers, et Gérard, je ne sais pas où il est, mais il ne doit pas être très loin, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils répondent à ce questionnaire de satisfaction. Parce qu'on va être évalué là-dessus. Donc, voilà, je sens que tu bouges. Je vais peut-être... Ouais, tu vas me répondre, je sais que tu vas me répondre sur le libre choix. Et je n'ai pas parlé de la coercition des médecins, parce que ça a été abordé ce matin. Et je crois qu'il y avait un sondage là-dessus, sur la population, l'avis des populations sur ce sujet-là. Donc c'est la même règle. Tout d'abord, merci pour l'invite. Non, parce que, en plus, je ne vais pas tellement répondre parce que ce n'est pas tellement la question, puisque ce discours, il change, mais globalement, il reste à peu près le même. Nous, la question qu'on fait, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a un mal-être dans la communauté médicale, certains, qui quand même se témoignent de manière assez fréquente par soit des suicides, soit des gestes suicidaires. Donc il y a quand même une problématique au niveau de la communauté médicale. Et donc, quand je dis de la communauté médicale, c'est même de la communauté soignante, parce que je ne pense pas que ce soit une question uniquement des médecins, mais je pense que c'est au sens large des soignants. Posons-nous les questions de savoir quelle est l'origine de cette difficulté que l'on rencontre dans le soin. Pour nous, en tout cas, il y a plusieurs constats. Il y a vraiment le constat du fait d'être dépossédé progressivement de son outil de travail. Le fait d'être dépossédé de son outil de travail, il a lieu à plusieurs niveaux. Premier niveau, au niveau hospitalier, on le voit aujourd'hui, les hospitaliers publics. Depuis la loi HPST, les médecins ne sont plus que relégués à un accompagnement des décisions administratives, économico-administratives qui sont prises au sein des hôpitaux, et forcément de pouvoir soigner dans cet environnement-là, dont on sait qu'il est très contraint économiquement, même on est quand même bien conscient des règles qui... en tout cas de l'environnement qui est en cours à l'heure actuelle. Néanmoins, il porte atteinte à l'investissement qu'on peut mettre dans les soins au quotidien et en tout cas dans l'épanouissement qu'on peut avoir à soigner. Au niveau privé, ce n'est pas mieux, c'est-à-dire que, je veux dire, il y a des regroupements de cliniques, de groupes de cliniques. Les médecins sont également de plus en plus dépossédés de leur outil de travail au niveau même privé, c'est-à-dire que quand même, alors on peut penser que c'est bien, je ne sais pas, mais en tout cas, et probablement, moi j'aurais d'autres solutions que celles qui sont en cours à l'heure actuelle pour remettre du médical dans l'organisation des soins. Donc là aussi, il y a des recoupements qui ont lieu. Donc ensuite, on est dépossédé aussi. Donc il y a un climat de suspicion vis-à-vis des médecins. On l'a vu, ça a été dit par Monsieur Raymond, c'est-à-dire qu'il dit oui, il faut rétablir de la confiance, mais je veux dire, il faut quand même bien rappeler quel est aujourd'hui le rôle des médecins, quelle est notre fonction. Notre fonction, c'est celle de venir en aide, de soulager des souffrances morales, psychiques et physiques des patients. On dirait, et peut-être que le symptôme de la vaccination en est un parmi tant d'autres, mais aujourd'hui, il y a effectivement une problématique de confiance. Alors moi, je me permets quand même de relever, puisqu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de suspicions sur le corps médical et sur ses liens avec l'industrie pharmaceutique. Donc, pendant qu'il y avait le débat précédent, je suis allé voir quels sont les partenaires de la Fédération française de diabète. Donc, et quand je regarde les partenariats qu'ils ont, il y a quand même beaucoup d'industries, Abbott, Anima, Johnson & Johnson, Ascensia, AstraZeneca, AXA, Bayer, BD, etc. Moi, je n'ai pas de lien d'intérêt, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas dit en entrée. La question n'est pas des liens d'intérêt ou de la place de l'industrie. La question, c'est aujourd'hui, les médecins sont dépossédés de tout. On commence à avoir un climat de suspicion générale vis-à-vis des médecins, et je pense qu'il faut être très vigilant vis-à-vis de ça. Dernier point et dernier étage à la fusée, c'est celle du numérique. J'ai vu, là, il y a une interview du fondateur de Doctolib. Il faut bien aujourd'hui voir ce que va être Doctolib dans l'organisation des soins. C'est-à-dire que les médecins ou les soignants dans leur ensemble n'auront plus la propriété
de la gestion et de leur patientèle, et voire peut-être même après de la donnée qui est générée par les consultations qui ont lieu. Donc on peut dire ce qu'on veut sur... Ils viennent de lever 180 millions. Exactement, Ce matin, ils l'ont annoncé dans les Échos. Exactement. Donc, voilà. 160. 150. Pardon. Voilà, pardon, il dépasse le milliard en termes de valorisation. Donc je veux dire, et encore une fois, moi je suis très heureux. Je tiens à souligner qu'à côté de ça, il y a quand même de quoi se réjouir, puisqu'il y a Clément Gers qui a développé lui aussi une solution de gestion des ordonnances via SynapseMed, et ça c'est très bien, et c'est un médecin, et on peut aussi se réjouir que les médecins prennent aussi toute la nécessité, toute l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Mais il faut quand même bien voir ce qui est en train de... Aujourd'hui, on est dans un système décloisonné. Quand j'entends l'histoire du médecin traitant, de l'orientation du parcours des soins, je veux dire, aujourd'hui, le médecin traitant de demain, il est là. Je veux dire, on a beau dire oui, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Ce qui va s'imposer, ma génération, la génération, peut-être que les patients à l'heure actuelle, parce que je vois, on n'est pas, ma génération qui arrive, ne jure que par son smartphone. Je veux dire, les patients qui sont aujourd'hui dans le système de soins, non, mais ceux qui arrivent, la question est, est-ce qu'ils auront envie d'un médecin traitant, ou est-ce que, en fait, ce qu'ils voudront, c'est une réponse à un besoin médical. Et je pense que, bien malin, et je ne pense pas qu'on ne pourra l'imposer. On est dans un monde décloisonné. On ne pourra pas empêcher ce qui va se passer. Et la seule façon de l'empêcher, c'est la formation. Et là, effectivement, pour répondre à la question, il y a une vraie problématique dans la formation médicale aujourd'hui en France. Aujourd'hui, on est très formé sur les compétences médicales cliniques, mais on n'a aucune formation en management, en économie, en droit de la santé, dans tous les domaines qui sont indispensables si on ne veut pas que les médecins de demain soient les futurs chauffeurs routiers qui arrivent et qui sont confrontés à la conduite autonome. Je veux dire, aujourd'hui, si demain, les chauffeurs routiers vont être dépossédés de leur outil de travail, on peut penser que, peut-être pas à la même horizon, mais que dans ce qui va arriver, on va être dépossédé de notre outil de travail. Donc voilà. Je pense que sur ces points-là, il faut être très vigilant. Et normalement, la réforme des études de santé devrait permettre d'outiller les professionnels de santé de demain, et notamment les médecins, à faire face aux fortes évolutions qui vont arriver, et à mon avis, dont on ne peut pas prédire aujourd'hui toutes les conséquences. Merci Emmanuel. Alors, Jean-Paul. Oui, merci de m'avoir invité. Alors, j'aurais essayé de répondre à la question posée, comment satisfaire les professionnels avec les nouvelles organisations. Et je répondrai autour de trois thématiques. Bien sûr, la première réponse que l'on pourrait mettre sur la table, c'est ce que vous disiez, madame, la rétribution, c'est-à-dire l'intérêt à agir. Et on peut se poser la question aujourd'hui, pourquoi les médecins libéraux que je représente ici sont effectivement dans une situation difficile, hein. On parle beaucoup de la crise de la médecine libérale, et comment est-ce qu'on peut faire pour les accompagner dans ces nouvelles organisations. Alors moi je verrai trois thèmes qui me semblent importants. Le premier, c'est le respect. Et Lamine Garbi en a parlé un peu. Ce qui vient de se passer, les 5 années qui viennent de se passer, sont de ce point de vue-là catastrophiques. Quand le pouvoir politique est en conflit majeur avec les acteurs de terrain, avec les médecins sur le terrain, non seulement les choses n'avancent pas, mais elles crispent les acteurs. Et lorsque c'est vécu comme une dimension presque morale, avec une impression de mépris, d'absence d'écoute, c'est de nature, effectivement, à bloquer les acteurs sur les évolutions nécessaires. Et ça, c'est une dimension sociologique que le politique n'apprécie pas dans toutes ses conséquences. Et je l'avais dit à l'époque à la ministre, et on voit bien aujourd'hui, et Lamine Garbi vit une lune de miel, mais il n'est pas le seul, hein. On a enfin une ministre qui nous écoute et qui dialogue. Alors, ça peut sembler tellement naturel de la part d'un ministre de la Santé qu'on est presque étonné de souligner ça. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et la période qu'on a vécue, de ce point de vue-là, a été une période de régression sur les mécanismes d'évolution et sur les mécanismes du management du changement. Et c'est pour ça que je commence par cette notion-là, l'écoute et le respect. En matière de management, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas ces éléments-là et si les acteurs ne se sentent pas écoutés.
La deuxième chose qui me semble importante aujourd'hui dans les nouvelles organisations, c'est l'accompagnement du changement. L'accompagnement du changement, pourquoi ? Parce que moi, je suis ravi de ce que Pierre Dehaas a fait depuis des années, mais je voudrais quand même donner quelques chiffres qui ramènent un peu les choses dans leur vraie réalité. Vous avez aujourd'hui 712, j'ai bien dit 712 MSP qui ont, maison de santé pluriprofessionnelle, qui ont signé l'accord conventionnel interprofessionnel avec la Caisse d'assurance maladie pour le financement de la structure, et ça représente exactement 4,5% des médecins généralistes exerçants, et ça couvre exactement 3 millions de Français médecins traitants. Bien sûr, le champ est largement au-delà de ça, Pierre Dehaas l'a dit. On estime qu'il y a à peu près 1200 MSP en cours, en projet, en fonctionnement, etc. Même si on adjoint les centres de santé, même en comptant large, on va être à 10% des médecins généralistes et 10% de la population française aujourd'hui couverte. Or, nos politiques le voient comme une norme quasi obligatoire pour tout, pour demain. Et je dis que ce changement-là doit prendre différentes formes, et l'accompagnement à ce changement doit se faire autour d'une thématique qui est celle du regroupement. Et le regroupement ne peut pas se faire selon un mode unique. Et quand on va sur les territoires, cette réorganisation de la médecine de ville, c'est une réorganisation qui fait appel à de l'initiative individuelle, à un mécanisme de leadership dans les territoires et dans les équipes. Et ça, je pense qu'il faut que les organismes régulateurs, et je pense aux ARS, sachent l'utiliser et s'en servir. Et troisièmement, à des initiatives qui répondent le mieux aux besoins de la population. Et j'ai souvent l'habitude de dire, il ne faut pas que l'ARS, que le pouvoir politique ou que les délégations territoriales soient dans une logique d'un modèle unique à atteindre et à faire partager par tous, mais au contraire, dans un accompagnement et dans une culture de ces initiatives prises par le terrain. Parce que le management du changement, ça passera par ça. On ne peut pas imposer un modèle unique. Et je vois ce qui se passe aujourd'hui dans la tête d'un certain nombre de nos énarques, et il y en a qui sont très bien placés là, actuellement dans l'État, quand je vois qu'ils rêvent d'une France de 17 régions, de 101 départements et de 1000 CPTS qui vont couvrir de façon cohérente l'ensemble du territoire national, je dis que c'est contraire à un management du changement, et je dis qu'on n'y arrivera pas comme ça. Et que ce n'est pas en imposant des modèles, en imposant une territorialité qu'on va pouvoir faire bouger les organisations. Donc, pour effectivement entraîner les professionnels, il faut accompagner ces réorganisations plutôt que de faire des cahiers des charges de 42 pages pour avoir un accompagnement de l'ARS. Mais ça, l'État français ne sait pas le faire, et on a beaucoup de mal à faire comprendre ces éléments-là. Le troisième point qui me semble fondamental dans le management du changement, c'est simplifier. Lorsqu'on interroge les médecins dans leur vie professionnelle, la première chose dont ils se plaignent, c'est la dérive bureaucratique, le temps administratif, la paperasserie. Et ça revient dans toutes les enquêtes. Et aujourd'hui, on disait tout à l'heure que 15% font leur ménage dans leur cabinet. Je vais vous donner un autre chiffre, c'est que seul un gros tiers des médecins généralistes ont une secrétaire dans leur cabinet. Un autre gros tiers a un secrétariat téléphonique et le reste n'a rien. Quand on voit le nombre de dossiers, de papiers à remplir en permanence, on se rend bien compte que le médecin passe une grande partie de son activité professionnelle à faire tout sauf du soin. Et ça, c'est dramatique.
C'est dramatique parce qu'on a une espèce de glissement des tâches qui est rentré dans la vie quotidienne de chaque professionnel et qui est une des grandes raisons du mal-être et du mal-vivre de ces professionnels. Donc je pense que dans le pays et dans notre système de santé, il y a un effort de simplification majeur à faire. Or, et on le voit avec la loi de santé, on a cette tentation de la part des bureaucrates d'en rajouter 3 louches. Projet de santé de l'équipe de soins primaires, projet de santé de la MSP, maintenant on nous rajoute le projet territorial de santé, le projet régional de santé. Bref, on est dans cette espèce de millefeuille de dérive bureaucratique et administrative qui fait que c'est pas comme ça qu'on va conduire le changement. Au contraire. Et il faut arriver à simplifier. Quand je vois, je le disais à l'instant, des ARS qui font des cahiers des charges pour des CPTS où il y a 42 pages, quand je vois le guide pour créer une CPTS qui a été écrit en région Île-de-France qui fait 80 pages, c'est dramatique. C'est tout simplement dramatique. Alors, oui, c'est vachement intéressant, il y a plein de choses, il y a plein d'informations. Mais attendez, si ça rentre dans plus qu'une feuille, c'est poubelle. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, si on veut conduire un changement de façon simple et efficace, il faut effectivement simplifier au maximum, simplifier la vie quotidienne, simplifier les mécanismes de changement de façon à entraîner l'ensemble des professionnels. Alors après, il y aura bien sûr, vous le disiez madame, le côté de rétribution financière. Mais encore une fois, moi je pense qu'aujourd'hui, le médecin français, et je ne le dis pas parce que, alors que je suis un syndicaliste qui me bat pour la valeur de l'acte médical que je trouve désespérément en dessous de la réalité de son contenu, mais le médecin français aujourd'hui, il n'aspire pas à gagner mieux sa vie, il aspire à travailler mieux. Il est prêt à répondre aux défis que nous impose la société française aujourd'hui. Accéder à un médecin traitant. À ce propos d'ailleurs, il faut se calmer quand même. Hein. J'ai demandé les chiffres à la CNAM sur la réalité du nombre de patients aujourd'hui sans médecin traitant. Je parle du nombre de patients qui avaient un médecin traitant qui n'en a plus parce qu'il est passé à la retraite ou autre. Hein. Je ne parle pas de l'incompressible 7-8% de Français qui n'en veulent pas. Depuis la mise en place du médecin traitant, nous n'avons eu en France au mieux que 93% des Français qui avaient un médecin traitant déclaré à la CNAM. Hein. Attention. Les 7% sont des gens qui ne veulent pas de médecin traitant parce qu'ils sont jeunes, ils ne consomment pas, ils voyagent, ils sont itératifs. Enfin, c'est le choix de chaque Français. Aujourd'hui, lorsqu'on compare le nombre de patients qui avaient un médecin traitant il y a 5 ans, pour prendre une date de référence où on pouvait imaginer qu'on avait moins les problèmes dont on parle beaucoup à l'Assemblée nationale qu'aujourd'hui, et le nombre actuel, on est sur une dérive de moins de 1%. Donc oui, il y a un problème, oui, on est prêt à le relever, on en parle beaucoup, on en parle plus que la vraie réalité sur le terrain quand on regarde l'ensemble du suivi. C'est insupportable, y compris pour les médecins collectivement. Et on doit répondre à cette demande de la société. On ne pourra pas, nous médecins, éthiquement, tolérer que des patients chroniques, diabétiques, insuffisants cardiaques, etc., restent sans médecin traitant. C'est impensable. Donc ça veut dire que collectivement, il faut qu'on s'organise pour le faire. Et tout ça, ce sont des éléments, mais qui sont déjà largement mis en place sur le terrain, même s'il y a encore des progrès à faire de ce point de vue-là. Donc on est prêt à répondre à ces défis, mais on est prêt à s'engager dans des mécanismes de réorganisation, de regroupement, de meilleure réponse aux besoins de la population. Mais je pense qu'il y a des conditions que les politiques et les décideurs doivent tenir compte pour accompagner ce changement. Et j'en ai cité 3 qui me semblent être 3 grandes idées pour permettre la réussite. Oui, une question qui sort d'un constat en vous écoutant. Une peut-être des craintes, et je comprends tout à fait Emmanuel Loeb, que je crois comprendre. Dans d'autres secteurs économiques, les professionnels se sont organisés pour évoluer, conscients que la société évoluait.
et se sont fait déborder en 5 ans par des solutions digitales. Est-ce que ce modèle-là est pensable dans la santé, oui ou non? Mais je crois que, j'imagine que vous y avez réfléchi, mais quand on voit la trajectoire de quelque chose comme Doctolib, et quand on interviewe, je l'ai aussi interviewé, les dirigeants de cette société, on voit très bien ce qu'ils veulent, ils sont très cohérents. Sur le fond, il n'y a rien à dire. Ils offrent une solution à un problème. Donc, ils sont inattaquables et en plus, ils sont complètement en phase avec les nouveaux usages. Est-ce que cette crainte-là du débordement en fait, par d'autres outils, par la consommation du citoyen, est-ce que vous l'intégrez et comment vous le percevez quand, à côté de ça, on voit des problématiques d'organisation? Alors, on fait des rassemblements, on fait des strates de plus en plus importantes. On a l'impression qu'à l'inverse de l'agilité, on consolide tout alors que ça accélère à côté. Alors, moi, ma seule vraie question, c'est est-ce que ce qui arrive dans d'autres secteurs économiques, est-ce qu'on peut le dupliquer sur la santé et du coup le craindre comme l'exprime Emmanuel Loeb? Indiscutablement, la médecine et le contenu du métier vont changer, ils sont en train de changer à toute allure. Oui, le numérique va considérablement modifier les choses. Il me semble, quand on regarde des choses sur plusieurs décennies, et quand on voit les tendances lourdes qui ont fait évoluer notre métier, nous sommes passés d'une médecine, il y a quelques décennies, qui était surtout basée sur l'écoute, l'empathie, on était assez démunis, y compris en moyens thérapeutiques, vers une médecine qui est aujourd'hui très technique, et on a énormément consacré de moyens collectifs à cette évolution, avec une grande spécialisation, l'arrivée, y compris de la robotique, etc. On voit bien que le contenu du métier a complètement changé. On y a probablement perdu un peu, voire beaucoup, je ne sais pas s'il est toujours là, Gérard Raymond, en matière d'empathie et d'écoute. Et ces thèmes-là commencent à revenir sur le terrain et sur la table. Je pense qu'effectivement, les solutions numériques vont continuer à transformer le métier de demain. Est-ce que demain, on aura besoin d'autant de radiologues, de médecins nucléaires, d'anatomopathologistes que ce qu'on a aujourd'hui? J'en suis pas sûr. En tout cas, ils feront plus le même métier. Et c'est vrai, et vous avez raison, et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec Emmanuel Loeb, l'arrivée de grandes sociétés financières autour du numérique peut poser problème en matière de données de santé, en matière de secret médical, de respect de l'individu, etc., etc. Néanmoins, est-ce que ça fera disparaître le médecin? C'est là où je ne suis pas d'accord. Moi, je dis que non, au contraire. Parce que le patient reste un patient, parce que c'est au plus profond de notre existence, qui est celui de la maladie, de la souffrance et de l'approche de la mort. Et de ce point de vue-là, le médecin verra son activité évoluer et dans les tendances lourdes, dans les années à venir, je vois le médecin revenir beaucoup plus sur un temps d'écoute, sur une empathie qui sera nécessaire parce qu'il aura un certain nombre d'éléments qui vont lui simplifier la vie et lui faire gagner du temps autour. D'ailleurs, on le voit sur le contenu et la durée de la consultation. Et c'est une des raisons de la crise de la médecine libérale. Parce qu'avant, vous aviez des consultations longues et vous aviez des consultations courtes pour des petites choses. Avec l'automédication, l'arrivée des pharmaciens, etc., on a de moins en moins ces consultations de courte durée et on se retrouve avec des consultations longues, lourdes, avec des patients polypathologiques qui ont besoin de ce temps d'écoute en consultation. Mais c'est toujours à 25 €, c'est ça le problème. Comme la question est en partie posée, donc moi je veux répondre, c'est pour ça qu'on a créé Jeunes Médecins. Voilà. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un décalage et je ne pense pas qu'on puisse faire une prévisibilité de ce qui va arriver dans les 5 à 10 ans en regardant sur avoir des tendances lourdes sur les 10 dernières années. Je pense que c'est impossible de prédire ce qui va arriver et je pense qu'en fait la question c'est vraiment celle du thème à la mode, de l'agilité, etc. Donc Jeunes Médecins, pour faire un peu de promo, c'est de l'obtention du diplôme jusqu'à 10 ans après le diplôme, toute spécialité, tout mode d'exercice. Et justement, on ne s'est pas arrêté à un mode d'exercice parce qu'on pense que tout ça
est très mobile, très fluide, et que si nous, on avait aussi un cadre rigide, où par exemple, on dirait on représente soit les libéraux, soit les hospitaliers, on n'y arriverait pas. Nous, on pense qu'il faut représenter les jeunes médecins, et on pense effectivement qu'il y a une question générationnelle. Après, effectivement, il y a deux questions essentielles. C'est est-ce que demain, les patients continueront à voir les médecins parce qu'ils auront un diplôme en médecine? Je ne sais pas. Je pense que demain, avec les objets connectés, le smartphone, la montre qui donne la fréquence cardiaque et la capacité de mesurer la fréquence des pas, je pense que les GAFA, BATX et compagnie pourront prédire certaines survenues de maladies, maladie de Parkinson, équivalent. Et je ne suis pas sûr que les patients diront non, mais je veux absolument que ce soit mon neurologue qui me prédise si je vais devenir parkinsonien ou non. Ça, je ne vois pas comment on va pouvoir contraindre les gens, même si on voulait déjà les contraindre d'aller voir un médecin donné, je ne vois pas comment on va pouvoir les contraindre. Donc ça, c'est une première logique. Et ensuite, la deuxième question, c'est parce que par rapport à ça, c'est effectivement qu'est-ce que va devenir le médecin? Et je pense que là, on est à la croisée des chemins. Soit le médecin, ça devient un ingénieur. Et donc, en fait, effectivement, ça va monter, entre guillemets, aussi en gamme technique et technologique. Et effectivement, ça ne pourra plus faire ce qui peut être dit ici, comme l'empathie. L'empathie, ici, toujours, parce que je ne crois pas que l'empathie ce soit lié à un statut, c'est lié à chacun d'entre nous et à notre capacité à interagir avec l'autre. Je ne crois pas que ce soit forcément lié à un statut professionnel. Donc, est-ce qu'on va devenir des ingénieurs? Et dans ce cas-là, il va falloir adapter la formation à l'ingénierie. Et aujourd'hui, je ne crois pas que la réforme des études de santé aille dans le sens de monter en gamme en ingénierie pour les médecins, ingénierie, management et compagnie. Ou alors, est-ce qu'on va aller plutôt vers les travailleurs sociaux, les sciences humaines et sociales? Et effectivement, les médecins vont se spécialiser dans l'accompagnement au risque d'être un peu dépossédés aussi de la question technologique. Et effectivement, là, il va falloir prendre du temps et ce seront eux qui pourront accompagner les patients au quotidien. La réponse, on l'a pas. Je pense que c'est une réponse qui est politique. Il faut effectivement que la société s'en saisisse pour savoir quel va être le devenir des médecins. Mais je pense que... Est-ce que vous préféreriez? Comment? Et toi, tu préférerais quoi? Nous, on est plutôt sur l'ingénierisation des médecins et le fait qu'il y ait le champ des travailleurs sociaux. Et on l'a vu, par exemple, il y a une étude qui a été faite là-dessus sur le dépistage du cancer du sein, par exemple. On a regardé si la mammobile, donc le fait de pouvoir mettre une mammographie un peu partout en France, donc dans le cas d'un dépistage, donc sans coût, sans difficulté de proximité, avec une information, est-ce que ça a augmenté le dépistage du cancer du sein par la mammographie? Et en fait, ce qui a été montré, c'est que dans les classes sociales défavorisées, ça ne permet pas d'améliorer. Et ce qui permet d'améliorer, c'est le fait que des travailleurs sociaux aillent à la rencontre des gens. Et je pense que pour le vaccin, c'est la même chose. Je pense qu'il va falloir mettre en place des travailleurs sociaux. En plus, c'est de l'emploi non délocalisable. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour justement créer du lien entre la technicité, la haute technologie qui est en train de se déployer et la population, justement pour qu'il n'y ait pas de défiance de la haute technologie par la population. Et en plus, justement, ça permettrait de sortir de ces logiques, on va dire, corporatistes qui empêchent le transfert de compétences, parce qu'effectivement, on comprend bien qu'elle est dans l'état actuel des choses, à une consultation à 25 €, c'est difficile économiquement de dire « Ah ben on va transférer tel acte au pharmacien, tel acte, etc. » Effectivement, s'il n'y a pas une restructuration et un changement de logiciel avec une vision du système tel qu'il est aujourd'hui, c'est compliqué d'entendre ces choses-là. Demain, si on réingénierise le métier de médecin et on répartit différemment sur le rôle de chacun, et je pense que les pharmaciens ont un rôle essentiel à jouer là-dedans aussi, notamment dans la délivrance du médicament, etc. Là, oui, on pourra discuter, mais c'est sûr que voilà, si on reste dans un schéma actuel de pensée, ça va être difficile. Les jeunes médecins sont OK pour les transferts de prescription aux pharmaciens pour oui. Dans le cas d'une réingénierisation, c'est-à-dire que s'il y a une double logique qui est celle de dire on va augmenter de 20% le nombre de médecins formés, peu importe la qualité d'ailleurs de la formation, et en même temps on va permettre, et on ne sait pas d'ailleurs parce que aujourd'hui, il y a eu, alors tout le monde se félicite, il y a une annonce politique de dire on a supprimé le numerus clausus, on a supprimé les ECN, c'est super, etc. À la place de quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Pour faire quoi? C'est ça? Non mais moi je suis quand même très surpris que tout le monde dise youpi youpi, on ne sait pas ce que vont devenir les étudiants. Il n'y a pas de choix qui a été fait. On t'en reparlera. Oui. Dans l'université, on va y travailler. Merci de me donner la parole, Jean-François Thébault. Trois points. Non, je ne veux pas parler des CPTS. La première, tout au long de la matinée, on a remis en question le libre choix des uns et des autres, patients, médecins. Le contrat social qui est en France, y compris constitutionnel, est sur la liberté de choix du patient et la liberté de choix du médecin. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut remettre en cause et pas à l'occasion d'un amendement parlementaire? Si c'est réellement
quelque chose à mettre sur la table? Est-ce qu'il faut redéfinir les valeurs professionnelles de la charte de 27? Parce que 27, ça fait quand même maintenant pas loin d'un siècle, hein. Peut-être qu'on pourrait les remettre, mais ça doit être vraiment un débat public et non pas simplement être un amendement comme ça, passé en douce par un député qui a une bonne idée. Ça, c'est la première question. La deuxième remarque que je voulais faire sur Doctolib, tant que Doctolib numérisait que les secrétariats médicaux de prise de rendez-vous, c'était pas très inquiétant. Mais maintenant, avec les annonces qu'il fait, on voit très bien que obligatoirement, ils vont rentrer sur le champ non seulement de la téléconsultation, mais du logiciel médical qui est indispensable, et donc s'approprier des données, et là, ça devient extrêmement inquiétant et préoccupant. Puis alors, troisième remarque pour le coup bas d'Emmanuel, à propos de la Fédération des diabétiques. Je suis membre du conseil d'administration de la Fédération des diabétiques, Gérard Raymond est parti. Donc les subventions des industriels ne représentent que 5% du chiffre d'affaires. 51% du chiffre d'affaires de la Fédération, ce sont des dons. 27%, ce sont les abonnements au journal. 12,5%, ce sont des subventions nationales, et l'industrie pharmaceutique, à travers une charte de partenariat qui est signée, ne représente que 5%. C'est le cas des associations agréées. Donc il faut... Non, mais n'accusez pas comme ça une association remarquable d'être vendue à l'industrie. Merci. Oui, donc Jean-Paul Bérégy, je suis radiologue en charge du CNU et de la formation pour les radiologues. Moi, je voudrais aller en faveur de Emmanuel, on ne se connaît pas, et je pense que c'est très important d'écouter les jeunes. Je pense qu'il y a une majorité peut-être de gens qui sont un peu surpris par les paroles qu'il tient, mais dans le cadre de groupes que l'on anime avec le collège et avec les jeunes, ils nous font remonter en effet une transformation quand même assez considérable de la médecine, qui va vers une médecine de preuve, basée, nous c'est sur l'imagerie, etc., sur la génétique, etc. Alors on peut s'en féliciter d'un certain côté, ça permet une reproductibilité, ça permet une fiabilité, parce que la clinique c'est quelque chose de difficile, et quelque part, nous en radiologie, on a maintenant tendance à dire, à freiner des cas de fer, parce qu'en effet maintenant il faut faire le scanner systématiquement, il faut faire l'IRM systématiquement, etc., etc. Et donc globalement on commence à pas revenir en arrière, mais à dire, bon c'est très bien, mais en effet à retrouver deux aspects qui sont discutés ici, à la fois des métiers techniques, et je m'insurge toujours sur le fait qu'il faut moins de radiologues. Je pense qu'au contraire, il en faut plus, et en tout cas c'est la vision du collège et du CNU, parce que on voit bien que il y a de plus en plus d'images, que vous basez de plus en plus d'images, que ce soit les médecins généralistes ou les médecins spécialistes, qu'il y en aura de plus en plus, parce que globalement c'est une preuve assez évidente, avec des nouvelles applications de prédiction, de prévention qui vont se développer, et qu'il faut bien, et ça a été dit ce matin, des garants de la data, en fait, parce que derrière ce sont des data, il faut des garants, et donc on a mis en place des cursus, parce qu'on a la chance d'avoir des doubles cursus ingénieurs et médecins, donc on a quelques centraliens, polytechniciens, etc., je ne vais pas faire de publicité, qui sont à la fois médecins, radiologues et ingénieurs, et donc on a ces discussions, on a changé déjà nos pratiques, et moi qui suis en charge de l'enseignement pour 2030, parce que comme vous l'avez dit, les jeunes ils rentrent là maintenant et ils vont sortir demain, et on ne sait pas vraiment les formations, etc., mais c'est vrai qu'il y a une souffrance aujourd'hui, une perte de sens, mais on les oriente vers deux métiers, un métier technique, ça c'est sûr, et un métier humain, parce qu'après il faut dire, quand quelqu'un sort de l'IRM ou du scanner, en fait il n'a pas peur de l'examen, il a peur du résultat derrière, il nous demande toujours alors qu'est-ce que vous avez vu, comment ça se passe, etc. Et voilà, donc de travailler ces deux aspects, et on n'est pas forcément que pour la technique, on est aussi pour l'humain, les deux. Et donc moi je renforcerai justement les personnes qui garantissent les données dès la base, de manière à ce qu'elles soient bien utilisées et bien comprises par le patient. Et tu es président jusqu'à 2030 ? Non, j'espère pas. Jusqu'à 2024-2025, merci. Juste, sur la radiologie spécifiquement, donc ma compagne est radiologue aussi, comme ça j'ai de médias d'intérêt, et donc elle est jeune radiologue, donc on voit un petit peu quel est l'environnement dans lequel elle exerce à l'heure actuelle, qui est effectivement en pleine transformation, que ce soit au niveau de l'hôpital ou de libéral, puisqu'il y a les plateformes de téléradiologie qui sont en train de se développer dans les deux types de modes d'exercice, hein, puisque l'hôpital public a aussi recours à la téléradiologie, et donc on voit qu'il y a quand même des malins qui ont chapeauté ces regroupements avec des antennes délocalisées, et voilà. Après, la qualité et la dégradation de l'interprétation, c'est une vraie problématique.
Et puis il y a aussi, bien évidemment, à partir du moment où on commence à venir sur du matériel qui coûte cher, il y a toute la partie économique. Et donc je ne crois pas aujourd'hui que les jeunes radiologues qui voudraient rentrer dans un marché, on va dire, avec un tel potentiel économique et un tel investissement initial, seront en capacité de le faire. On n'est plus du tout dans les mêmes logiques qui étaient celles qui nous ont précédés, où des jeunes radiologues pouvaient investir dans un outil de travail. Aujourd'hui, ça va être très compliqué et effectivement, la richesse d'un radiologue sera son intelligence et sa capacité à agir dans le milieu. Et plus, je ne suis pas sûr que demain, le modèle économique du foncier et du matériel puisse encore tenir. Et là-dessus, donc il y a vraiment effectivement une question de la sensibilisation des jeunes radiologues. Alors, après, on n'en a pas parlé, on parle beaucoup de la clinique, mais il y a toute la partie interventionnelle où là, je pense qu'il y a quand même du temps, effectivement, avant que la machine puisse faire aussi bien que l'homme en interventionnel. C'est pour ça, d'ailleurs, les chirurgiens sont aussi, au niveau de la robotique, un peu plus tranquilles. Mais sur toutes les problématiques cliniques et en radiologie aussi sur l'interprétation, là, il va y avoir de vraies questions et de vrais enjeux. Après, de toute façon, aujourd'hui, la problématique de radiologue qui annonce le diagnostic, c'est aussi une problématique de temps. C'est-à-dire que de toute façon, quand bien même il voudrait annoncer de manière posée, calme, empathique, communiquer avec ses collègues, parce qu'il est quand même au centre de beaucoup de spécialités, il faut aussi avertir le patient, mais il faut aussi avertir les collègues. Donc, et là-dessus, je me pose la question de savoir est-ce qu'il ne peut pas y avoir des aides justement de personnes qui sont formées à l'accompagnement, parce que de toute façon, quand même vous prenez du temps pour faire une annonce diagnostique avec un pronostic péjoratif, comme une annonce sur un cancer, etc., de toute façon, il faut quelqu'un pour accompagner la personne au domicile. Quand même vous l'aurez rassurée au moment du diagnostic, quand elle rentre chez elle, elle va avoir plein de questions qu'elle n'aura pas pensées au moment où on lui fait l'annonce diagnostique. Et ça, il y a une vraie question. Alors, effectivement, il peut y avoir, c'est ce que je disais, la question c'est est-ce que ce sont les médecins traitants et le sanitaire, ou est-ce que le médico-social a une place qui va devenir de plus en plus prépondérante à ce niveau-là. Donc, quand on parle de nouvelle organisation, on parle de lien ville-hôpital et du lien ville-ville. Je voudrais rappeler que le lien, c'est une communication, une relation, un partage d'expérience et une reconnaissance mutuelle. Donc on a quelqu'un qui est de l'OGDPC, là, et en fait on a des formations depuis 30 ans qui sont toujours les mêmes, qui ne servent pas à grand-chose, et alors qu'il faudrait créer des formations pluriprofessionnelles, ville-hôpital, pour qu'on ait cette dimension-là. Voilà. Après, moi, vous savez que je milite pour le binôme médecin-infirmier, que je ne crois pas trop à l'assistant médical, et comme le disait M. Ortiz, on a un problème, c'est que les médecins avec qui je travaille, qu'ils soient ou anciens ou jeunes, ils sont prêts à déléguer des compétences aux infirmiers à une condition, c'est qu'ils soient, eux, valorisés sur leurs consultations. On ne peut pas avoir des consultations à 25 € et faire de la délégation de compétences et y passer du temps. Et quand on délègue une compétence comme un bilan clinique infirmier, il faut que le bilan clinique infirmier soit facturé, il faut que le télésoin soit facturé, mais il faut que la téléconsultation soit facturée et la consultation médicale soit facturée. Qu'on ait le temps d'échanger, qu'on fasse de la promotion de la santé, qu'on fasse de la prévention, c'est indispensable. Mais il faut que, comme disait Emmanuel, il y a une méfiance, on a peur du voisin, on a peur du pharmacien qui va faire un truc, on a peur de l'infirmier de pratique avancée qui va faire quelque chose, alors qu'on est tous là, tous ensemble autour du patient pour travailler ensemble. Mais il faut donner une rémunération, c'est indispensable, et du temps, et que tout le monde se connaisse. Voilà ce que je voudrais dire. Merci. Oui, merci, Jacques Hatton. Non, simplement, il y a 3 éléments qui n'ont pas été évoqués, moi je trouve, ce matin. Il y a premièrement, dans le malaise des médecins, 3 choses. Il y a d'une part la sélection des médecins. Parce qu'on a sélectionné des médecins qui n'étaient pas obligatoirement faits pour faire de la médecine. Et un certain nombre de nos jeunes collègues ont fait ça pour des motifs économiques, poussés par la famille ou pour d'autres. Donc, je pense que la motivation n'était pas excellente. Et aujourd'hui, on va supprimer... il y a un pourcentage de médecins comme ça, Jean-Paul. On va supprimer le numerus clausus. On ne sait pas par quoi on va le remplacer. Est-ce qu'il y aura un entretien ou non? L'entretien me semble fondamental aujourd'hui. Et puis, est-ce qu'on va opter pour le système américain ou un système français pour essayer de sélectionner les médecins? On parle de supprimer les IFSI. On ne sait toujours pas par quoi on va les remplacer non plus. La deuxième chose, dans le malaise des médecins, il y a aussi la désorganisation pour les médecins qui travaillent en établissement, de l'hôpital public, avec une fuite des médecins vers le privé, pensant que vers le privé, ça sera beaucoup mieux. Certains déchantent un peu, parce que je pense que les problèmes du privé et du public sont quand même assez semblables pour un certain nombre de choses, mais c'est du fait de la désorganisation. Regardez le nombre de PUPH nommés, qui démissionnent, qui s'en va. C'est absolument effrayant de voir ça dans certaines spécialités. Et je vois dans la mienne, c'est des dizaines de PUPH qui s'en vont chaque année en France, et ça pose des problèmes pour la formation des futurs chirurgiens orthopédistes. Et le troisième problème aussi,
et ça, je pense que les établissements privés sont un peu responsables de ça, peut-être pas directement, mais indirectement, c'est la dépersonnalisation de la clientèle. C'est-à-dire que le regroupement des établissements a fait que la clientèle des médecins est devenue totalement dépersonnalisée, c'est-à-dire qu'on ne va plus dans l'établissement pour voir le docteur X parce qu'il fait très bien sa prothèse de hanche, on y va parce qu'on fait 1000 prothèses de hanche dans cet établissement et qui pensent que de toute façon, que ça soit XY qui fasse cela, ça sera bien fait. Donc je pense que ces trois éléments rentrent dans le cadre du malaise des médecins aujourd'hui. On va vraiment là vers la fin de notre matinée. Il faut 5 minutes à peu près de conclusion pour nos amis animateurs. Donc c'est une dernière question à François et Dominique. Non, c'était pas une question, c'était comme en tant que président du Haut Conseil du DPC, je ne peux malheureusement que souscrire à ce qui a été dit tout à l'heure. Le DPC n'est pas actuellement opérationnel pour accompagner le changement. On n'y peut rien, ça vient essentiellement de la manière dont les textes ont été écrits et de la manière dont les opérateurs de DPC choisissent leurs programmes, et ils choisissent les programmes les plus simples qui rapportent le plus. Alors là, en l'occurrence, le constat est sans appel aux professionnels de choisir et de réclamer des formations adaptées. Aujourd'hui, c'est catastrophique le choix de ce qui est fait et la manière dont c'est dépensé. Voilà. Vous le savez. Dominique. Moi, je voulais revenir Attends. sur... Pardon. Oui, juste un point, parce qu'on a parlé tout à l'heure un peu de système d'information, on a parlé de Doctolib. J'avais, en début, insisté sur tout ce qui se passe en ce moment, qui est un peu une révolution, avec l'urbanisation du système d'information de santé qui va faire partie de la nouvelle loi. C'est une révolution, je l'ai dit tout à l'heure. Et je vous rappelle que dans cet esprit, les données fondamentales sont dans le socle, les données de coordination sont dans les plateformes d'intermédiation régionales qu'on appelle aussi les workflows et qu'on appelle aussi e-parcours, et que c'est pour ça que, puisqu'on parlait de Doctolib, il y a la différence entre rendez-vous et agenda. Doctolib va prendre des rendez-vous et devra, à travers une labellisation automatique, inscrire le segment horaire réservé dans la ressource globale qui sera dans la plateforme d'intermédiation, qui sera l'agenda. Ce qui fait qu'une autre application pourra savoir que le créneau horaire a été pris. Et on est dans le véritable principe de l'urbanisation. Je rappelle que l'urbanisation en France n'est pas quelque chose qui arrive maintenant dans la santé, mais qu'il y a des lois, qu'il y a l'urbanisation du système d'information de l'État qui est promue par le Premier ministre depuis un certain nombre d'années. Et bon, la santé ne l'appliquait pas, mais c'est comme ça. On met les données partageables au centre, chacun en fiche sur ces données pour récupérer les données, et à ce moment-là, il n'y a pas d'adhérence d'une application à l'autre, ce qui permet d'en ficher autant d'applications qu'on veut, qui sont à la limite d'ailleurs en pleine concurrence. Hein, et c'est très bien, et les données elles sont au centre, et tout le monde peut les voir, y accéder. Je vous disais tout à l'heure, le changement essentiel aussi, ça, le changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on n'envoie plus les données d'interopérabilité, on va les chercher avec tout ce qui est les technologies FHIR, avec tout ce qui est ces technologies dans lesquelles on va chercher les informations au centre. Et comme ça sera, il n'y a plus pas de crainte à avoir. Juste pour répondre à la question sur les réformes d'études de santé, etc., je pense que la question, effectivement, c'est quelles sont aujourd'hui les modalités d'entrée dans la formation médicale ou dans la formation des études de médecine. Je pense qu'on est quand même encore très lié aux ordonnances Debré. Les ordonnances Debré, elles ont eu un intérêt au moment où elles ont été faites, et effectivement, il faut regarder quel était le contexte économique au moment où elles ont eu lieu, qui était un contexte économique florissant, où on avait de l'argent, on pouvait faire de l'investissement. Aujourd'hui, les ordonnances Debré empêchent l'ouverture des possibles de la recherche hors CHU. Et on a vu la mission CHU qui a été rendue il n'y a pas très longtemps à Poitiers, a voulu absolument refermer tout de suite la possibilité de l'ouverture de l'universitarisation de la médecine au sens large en dehors du CHRU. Et donc là, en fait, la question qui va se poser, et justement, notamment au vu des enjeux numériques et d'évolution qui vont avoir lieu dans les années à venir, c'est de redonner à l'université les clés pour interagir avec l'ensemble des offreurs de soins de demain. C'est ça la question. C'est-à-dire que si vous voulez demain avoir des personnes qui vont être agiles, comme on dit, dans leur activité professionnelle, il faut qu'à tout moment de la vie,
Alors peut-être ça va pas avec le DPC, mais il faut qu'à tout moment de la vie, elle puisse revenir avec un acteur qui soit en capacité de lui donner une formation. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très très compliqué. Et donc on peut penser que demain, en fait, plutôt que de continuer à avoir des CHRU, etc., il faudrait avoir des établissements dont on définit le but et les objectifs, et après l'université décide ou non de contractualiser avec ces offreurs de soins, avec bien évidemment des moyens qui y sont associés. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire allez, je vais vous laisser faire de la recherche ou je vais vous laisser faire de l'enseignement. Il faut donner les moyens. Aujourd'hui, on entend beaucoup sur les stages des internes dans l'établissement privé. Tant qu'on sera dans un système avec une caste qui est celui des hospitalo-universitaires, sauf à avoir la bonne volonté des hospitalo universitaires. Et il y a des hospitalo universitaires qui pensent que c'est important que leurs étudiants puissent aller voir d'autres modalités d'exercice, mais il y a d'autres où parfois c'est un peu plus compliqué, c'est territoire dépendant, spécialité dépendant. Et donc ça c'est très compliqué. Si demain on dit c'est l'université qui va donner on va dire le label pour pouvoir être universitaire et donc pouvoir faire de l'enseignement de la recherche, je pense que ça facilitera beaucoup les choses. Alors après, bien évidemment, il y a aussi la question des liens de l'UFR de médecine au sein de l'université et de notre statut dérogatoire qui fait que oui, on peut garder un certain pool de postes d'enseignants-chercheurs, on ne se met pas en concurrence avec les autres composants de l'université, mais ce qui empêche aussi parfois de créer des liens beaucoup plus forts avec les autres composantes et de permettre à des composants du numérique, de l'ingénierie, des sciences humaines de venir intervenir. Dis-moi Emmanuel, moi je suis sûr que Lamine Garbi n'est pas contre cet argument-là. Mais on va voir. Parce que oui, non, au départ, c'était mal parti, mais là, il va être content. Oui, puis moi, j'ai dit que je faisais la paix avec tout le monde, donc je ne vais pas aujourd'hui changer de... Et je suis copain avec tout le monde et j'aime tout le monde. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Mais vous nous l'avez changé. Vous nous l'avez changé. Voilà. Il a changé, ouais. Mais c'est beaucoup plus agréable de faire la paix que la guerre. Mais quand même, je sais où j'ai enterré à l'âge de guerre et s'il faut le retrouver, j'ai le point GPS. Je voudrais répondre à Jacques. Ce que tu disais sur l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Je ne sais pas si c'est mieux chez nous. Je ne sais pas. Mais ceux qui viennent chez nous, ils savent pourquoi ils viennent. Voilà. Ils viennent pour des raisons d'envie d'être leur propre patron, être indépendant par rapport au monde hospitalier qui me paraît effectivement en difficulté. Sur la notion de clientèle, je suis pas non plus... Je pense que la force de nos établissements, c'est la qualité médicale, que nous avons bien sûr dans le public, mais c'est l'image que donnent tous ces jeunes qui arrivent chez nous et qui sont à 4, 5, 6, 10 en orthopédie. Ils arrivent à 10 et ils sont 2 à 3 sur une articulation. Voilà. Et quand tu affiches ça dans ton établissement, si tu veux, ça attire du monde. Mais c'est pas la clinique qui attire le monde, c'est les médecins. Sauf bien sûr si c'est le pôle d'urgence qui va amener et drainer. Mais je parle de la chirurgie si tu veux programmer et pas la chirurgie d'urgence. Mais la chirurgie d'urgence vient aussi parce que le programmé est bon. Voilà. Donc je ne sais pas, c'est peut-être plus nuancé. En tout cas, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a un engouement des jeunes à venir nous rejoindre et on est ravis. Voilà, alors ravis. David et Marie-Odile, est-ce que vous concluez en quelques minutes? Alors pour conclure, dans tout ce qui a été dit, on mesure bien l'impact des transformations sur les professionnels. Je vais être très très rapide. Cet impact il nous donne très concrètement du travail empêché et une perte de sens. Très simplement, je dirais que voilà, pour aider les professionnels dans leur travail, c'est bien du travail dont il faut se préoccuper. Du travail réel, concret, de tous les jours, de terrain, parfois du travail qu'on appelle invisible. Et c'est vrai que la reconnaissance passe aussi par les efforts fournis au quotidien qui ne sont pas forcément visibles. Et là, je parle de tous les professionnels. Voilà ce que je voulais préciser. Merci. Bien, merci. Donc, effectivement, alors moi qui suis dans les écoles, j'ai une chaire de recherche sur le changement, donc je vois qu'il y a beaucoup de travail, donc ça me fait plaisir. Donc ça a été mentionné de différentes manières. Un point clé et qui est en lien donc avec cette notion de travail, parce que c'était sur la reconnaissance, la notion de dépossession, donc de l'instrument de travail, de l'environnement. On touche là quelque chose de clé qui est la capacité des marges de manœuvre. Et effectivement, on se pose toujours les questions dans les organisations, jusqu'où on laisse de l'autonomie, jusqu'où on contraint. C'est un vrai problème d'organisation qui est connu depuis la nuit des temps. Et on est face donc à cette problématique-là d'autonomie, et on est face aussi à la problématique de la réforme. Ça a été noté. Aujourd'hui, on voit quand même, alors nous on le constate dans les organisations, dirais-je, marchandes, on appelle ça le millefeuille du changement. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets et il n'y a rien qui est écranté, qui est déployé, etc. Aujourd'hui, on a des cycles. Il y a des cycles dits de lancement de réforme, et il y a des cycles de stabilisation. Alors je sais que vous êtes aussi lié à un cycle politique,
Donc ça a été dit tout à l'heure. Hein. Mais aujourd'hui aussi, c'est cette notion, laisser des marges de manœuvre aux acteurs et laisser des temps de stabilisation. Alors je sais qu'on a toujours l'impression que tout change et qu'il faut aller très vite. Alors, c'est ce que je travaille sur ça au quotidien. Mais entre le temps de l'arrêt, entre le lancement et l'ancrage, je pense qu'il y a aussi, et là, c'est les marges de manœuvre, la simplification qui est clé. Et je te disais, il n'y a pas très longtemps, donc avec certaines personnes qui sont dans l'Assemblée, aujourd'hui, moi, quand je travaille avec des comités de direction des grandes entreprises, je leur dis, votre programme, votre plan stratégique, très bien, mais avez-vous laissé un temps suffisant pour l'ancrage ? Et ils me disent, oui, mais on va relancer quelque chose. Je dis, non. Alors, ils me disent, vous êtes contre le changement ? C'est pas parce qu'on lance pas quelque chose qu'on est contre le changement. Donc il y a cette notion de rythmique aussi qui est clé. Merci beaucoup. Alors, merci. Alors je pense que Dominique, tu voulais dire un mot ? Non, c'était pour finir sur la prochaine date. Alors vas-y. Oui. Alors attends, je voulais Dominique, avec Dominique, David et tous les autres, dire un certain nombre de choses sur la suite, mais on va pouvoir le dire ensemble. Je voulais simplement poser une question à Jean-Paul et sans doute à Lamine Garbi. Est-ce que si on dit oui à tout quand on est ministre, quand on est au pouvoir, est-ce que l'on ne se livre pas à l'inaction ? Je crois pas que... Alors, vas-y, en 10 secondes, parce que... Non, mais c'est une vraie question. Je crois pas que la ministre dise oui à tout. Hein. Je l'ai écouté, y compris ces jours-ci, à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, un peu comme Lamine Garbi, on a retrouvé le dialogue. Et ce que je disais tout à l'heure, le respect. Hein, j'ai commencé par ça. Je crois que on ne peut pas co-construire des évolutions majeures, on ne peut pas faire évoluer un système si on n'est pas dans un dialogue et dans une co-construction avec les acteurs de terrain. C'est pas possible. Et je crois que ça, il me semble que la ministre actuelle l'a compris. On verra au final, parce que notre administration française, c'est pas vraiment sa tasse de thé, ce que je viens de dire. Mais déjà, ça change de ce point de vue-là. Dis-moi, Lamine Garbi, tu es aussi un patron. Est-ce que les événements que l'on connaît aujourd'hui, sociaux, vous font prendre conscience de vos propres responsabilités ? Je parle de Gilets jaunes. Une seconde. Hein. Non, oui, j'ai compris. Et très tôt, j'ai lancé un appel, si tu veux. J'ai lancé un appel au calme vis-à-vis de mes adhérents. Mais aussi à donner peut-être des réponses aux gens, quand même. À donner des réponses aux gens, ce qu'on fait tous les jours. Oui. On a une responsabilité sociale, sociétale, et on le fait tous les jours, et ça se passe bien. On n'a pas en interne de difficultés. Sur la ministre, si tu veux, je fais le parallèle, parce que Martine est là, Martine Aoustin, lorsque j'étais président de région, on avait des discussions avec notre DG d'ARS, et on avait des accords et des désaccords. Il y avait une discussion, et c'était merveilleux. Et ce que je vis aujourd'hui à Paris, c'est la même chose. Il y a des demandes et des oui et des non. Bien sûr qu'il n'y a pas que des oui et bien sûr qu'il n'y a pas que des non. Mais on revit une politique, je dirais, d'échange et c'est merveilleux. C'est tout. Dis-moi, et puisqu'on est entre nous, quand même, là, on peut tout se permettre. Moi, je trouve, Jean-Paul, je ne t'ai pas connu, et je te connais depuis longtemps, je ne t'ai pas connu comme ça au début, taper sur des pseudo-technos, des énarques. D'ailleurs, tu connais bien... Tu t'es entouré, enfin il y a des gens autour de toi qui sont aussi des hauts fonctionnaires qui l'ont été. Est-ce que franchement c'est bien de faire ça ? Je ne sais pas si c'est bien. On ne le filmera pas ça. Non, mais tu peux le filmer, j'assume complètement mes déclarations et je les maintiens. Ouais, et tu ne m'aimes plus. Je les renouvellerai s'il faut. Aujourd'hui, les facteurs de blocage dans ce pays me semblent pas être, comme le disait Lamine, liés directement à la ministre parce qu'elle est dans le dialogue et effectivement dans une discussion avec les acteurs. Elle est dans la technostructure qu'il y a en dessous. C'est ça, les facteurs de blocage. Et je le disais tout à l'heure sur les ARS, les facteurs qui bloquent, etc. C'est ça. Et le haut fonctionnaire mène... Dominique, toi tu as été haut fonctionnaire. Mais ça dépend, il y a des hauts fonctionnaires qui sont dans l'écoute et d'autres qui sont dans la rigidité. On parle de ça, oui. Alors, disons, je pense que c'est peut-être pas le moment de faire ça. Et peut-être que justement ça permet de faire la transition pour le prochain board qui sera sur les formations, où vous pourrez voir que la ministre ne dit pas oui à tout, d'une part,
et que d'autre part, effectivement, le problème, c'est les changements de culture. Alors, s'agissant des hauts fonctionnaires, je crois qu'ils ont le sentiment, et je ne parle pas de moi, je crois qu'ils ont le sentiment très fort de tenir les murs. Ouais. Hein, et que cette responsabilité qui leur a été donnée, peut-être parce que les politiques n'ont pas su l'assumer, hein, crée effectivement aujourd'hui autant de blocages que de capacité à bouger. Et d'ailleurs, je ne fais là que blablater ce que le président de la République dit aujourd'hui à l'issue de son Tour de France. Il y a un vrai problème de réappropriation par le politique de ce qu'est la décision publique. C'est vrai. Voilà, ce sera un de nos sujets. Hein. De toute façon, on va tourner autour de ça. Le ça. 23 mai, on vous attend pour parler des formations, de l'ensemble des transformations des métiers et des changements de culture qui doivent les accompagner. Les partages des responsabilités, les questions de formation, tu l'as dit, initiales et permanentes, les nouveaux métiers. Ça, c'est le 23 mai. Et Dominique, le 20 juin, ce sera notre colloque, grand colloque. Ici, on est en laboratoire, on était encore un petit groupe, mais le 20 juin, on fera donc un colloque important qui sera à la fois un colloque politique, un colloque sur les grandes questions d'actualité, mais également sur les grandes questions de la gestion du futur. On aura également des masterclass, hein, donc vous voyez tout le chantier de l'université d'été, de l'université du change management, également tout un pont au-delà de la formation, de l'information et de la communication avec les réseaux sociaux. Je vous invite, et je remercie évidemment le groupe des 100, c'est très important que ce groupe des 100 soit avec nous, hein, Dominique et David, parce que comme on pourrait dire que nous aussi, nous pensons que ça peut faire tache d'huile, et en tout cas que ça puisse s'étendre et permettre à un ensemble plus important d'être intéressé, sollicité, touché par nos analyses. Je voudrais remercier également nos partenaires, évidemment. Alors en particulier, je les recite, General Electric, merci hein, pour l'accueil ce matin, la médicale à nouveau, Viviewer, Segap évidemment, BVA, puis Hortus et Sec la veille, hein, donc tous les partenaires réunis. Nous sommes contents de les avoir. Je voudrais également ici vous dire qu'il y a une lettre qui s'appelle la lettre de l'Université du Change Management. C'est François Petit qui la gère et qui donc est notre lien permanent. Utilisez également la plateforme, on peut la faire évoluer et l'améliorer. Évidemment, mobiliser, vous pouvez être des ambassadeurs pour également faire venir, avec une petite sélection évidemment, faire venir plus de membres dans notre groupe des 100, ils seront toujours bien accueillis. Le but étant évidemment d'avoir à la fois des gens de terrain mais également des experts, enfin vous voyez comment on fonctionne. Et je voudrais surtout remercier toutes celles et ceux qui travaillent dans cette université à sa réussite. Alors je les cite, hein, Françoise Millet pour tout, Pascal pour la qualité de l'accueil, Corinne pour le développement, merci à Corinne, mais également Emmanuel et Philippe pour la technique, les moyens techniques, François, je l'ai cité, François Petit pour les comptes rendus avec Victoire, Tiffaine et Wilfried pour le digital, je crois que j'ai à peu près tout dit, et évidemment Nicolas pour les relations presse. Vous voyez, c'est quand même un grand chantier que nous ouvrons et nous espérons avoir à la fois encore plus de gens intéressés, plus de partenaires. Hein, l'appel est lancé, mais enfin, ça marche déjà pas mal. Et merci surtout à tous nos experts qui nous ont donné à la fois un peu de leur temps ce matin et de leur intelligence. J'espère qu'ils reviendront pour nous en donner encore. Merci.